En quelques mois, Ouagadougou retourne le flux des profits. Un État sahélien parmi les plus pauvres impose que les sièges se posent sur son sol, et le pilotage à distance vacille. Car la valeur qui s'échappait vers l'étranger commence à rester. Quand Ibrahim Traoré dit « Si vous gagnez, ici vivez, ici », que devient la responsabilité pour les communautés minières, pour les budgets publics et pour les entreprises habituées aux métropoles lointaines? Ce n'est pas un détail administratif, c'est un déplacement de pouvoir, fragile, coûteux, mais déjà mesurable, qui peut reconfigurer la chaîne de valeur africaine. Cette analyse fait donc une promesse claire, celle de comprendre ce que produit réellement une réforme qui rapproche les lieux de décision des lieux d'extraction, au-delà des discours et des réactions immédiates. Le bénéfice pour le public est simple. Saisir, en quelques minutes, comment un déplacement administratif peut modifier des flux de valeur, des rapports de force et des choix d'investissement. L'enjeu est élevé. D'un côté, la réforme vise une répartition plus juste de la richesse créée localement, avec l'espoir d'alimenter durablement l'éducation, les infrastructures et les services publics. De l'autre, elle expose le Burkina Faso à un risque réel, la perte d'investissement dans un tissu économique encore fragile, dépendant de capitaux et de compétences extérieures. Entre ces deux pôles se joue une tension centrale, renforcer la souveraineté sans rompre l'attractivité. Ce cadre oblige à dépasser l'opposition simpliste entre succès ou échec. Il invite à observer les mécanismes concrets, ce qui change dans la gouvernance, ce qui résiste dans les pratiques, et ce que cette expérience révèle pour d'autres pays africains confrontés aux mêmes dépendances structurelles. Une hausse de 23% de la rétention du capital national en quelques mois suffit à signaler un basculement discret mais réel. Dans le même temps, plus de 3 milliards de dollars issus du secteur minier cessent progressivement de quitter le territoire, indiquant que la valeur commence à circuler autrement. Ces chiffres ne racontent pas une victoire totale, mais ils révèlent sans doute que la réforme portée par Ibrahim Traoré agit déjà au-delà d'un simple ajustement juridique. Le premier dévoilement tient dans la structure même de la loi. En obligeant les entreprises dépassant 5 milliards de FCFA de chiffre d'affaires à établir leur siège au Burkina Faso, le texte ne cherche pas seulement à relocaliser des bureaux. Il rapproche la décision de l'extraction, là où les effets sociaux, environnementaux et économiques se font sentir. Ce déplacement transforme la gouvernance quotidienne. Les arbitrages ne sont plus pris à distance, mais au contact du terrain. Avant la réforme, le pays occupait une position classique dans l'économie extractive mondiale. Les ressources avaient été produites localement, tandis que la valeur ajoutée, les décisions stratégiques et une grande partie des bénéfices se concentraient ailleurs. Après l'entrée en vigueur de la loi, un autre schéma commence à émerger. L'État peut désormais détenir jusqu'à 45% de chaque projet minier, ce qui modifie la manière dont les revenus sont négociés, répartis et réinvestis. Ce contexte explique pourquoi la réforme dépasse le cadre burkinabé. Elle interroge un modèle économique largement répandu en Afrique, fondé sur la dissociation entre production et décision. En ramenant les centres de pouvoir au plus près des sites d'exploitation, Ibrahim Traoré introduit une logique de responsabilité directe, encore fragile, mais déjà visible dans les données disponibles. La question suspendue est alors précise. Ce déplacement chiffré annonce-t-il une transformation durable ou seulement une parenthèse dans un rapport de force historiquement défavorable? Deux scènes concrètes permettent de mesurer les premiers effets de la réforme sur le terrain. La première se déroule autour des sites miniers et des grands chantiers. L'obligation d'implanter les sièges entraîne l'arrivée de cadres, de services administratifs et de bases logistiques longtemps différées. Des bâtiments sortent de terre, des réseaux électriques provisoires sont installés, et des décisions autrefois lointaines se prennent désormais à proximité des opérations. Cette présence ne résout pas tous les déficits structurels, mais elle change la temporalité des choix
et la nature des arbitrages. La seconde scène concerne les secteurs périphériques, là où le transport, la restauration ou la logistique n'étaient que des activités de passage. La stabilisation des sièges crée des besoins continus. Des prestataires locaux sont fidélisés, des emplois intermédiaires apparaissent et des formations s'organisent pour répondre à une demande plus régulière. Les communautés proches des sites industriels perçoivent que la décision administrative se traduit en responsabilités nouvelles et en perspectives professionnelles inédites. Ces effets précoces restent inégaux selon les régions. Les zones urbaines bénéficient plus rapidement de cette dynamique que les espaces ruraux, où les contraintes d'infrastructure demeurent fortes. Pourtant, un point commun se dégage. La proximité décisionnelle accroît mécaniquement la redevabilité. Les entreprises installées sur place ne peuvent plus ignorer les conséquences sociales de leurs activités. Dans cette phase initiale, la réforme impulsée par Ibrahim Traoré agit comme un révélateur. Elle montre que rapprocher ceux qui décident de ceux qui subissent n'est pas neutre. Au fond, la valeur ne circule plus sans visage. Avant l'annonce de la réforme, la logique était stable et largement acceptée. Les multinationales opérant au Burkina Faso géraient leurs activités depuis l'étranger, optimisant leurs coûts et leurs décisions loin des sites d'extraction. Après l'annonce, cette architecture se fissure. L'obligation d'implantation locale transforme une habitude en contrainte et une contrainte en événement politique. Le déclencheur est précis. Dans une salle de réunion à Ouagadougou, Ibrahim Traoré énonce une règle simple mais lourde de conséquences. Les entreprises qui au Burkina Faso doivent s'y établir. À partir de ce moment, les directions juridiques et financières des groupes étrangers se mettent en alerte. Les modèles de coûts sont recalculés, les risques réévalués et les marges redessinées. La réforme n'a pas encore produit d'effet visible que déjà, elle modifie les anticipations. La phase de tension s'installe rapidement. Plusieurs conseils d'administration évoquent la possibilité d'un retrait partiel ou d'un gel des investissements. Les arguments avancés sont récurrents. Infrastructures insuffisantes, énergie instable, coûts immobiliers et managériaux en hausse, lenteur administrative. Pour ces acteurs, l'obligation de présence réduit la flexibilité qui permettait jusque-là de piloter à distance et de limiter l'exposition sociale. La crainte d'un précédent régional alimente également les inquiétudes, car une telle règle pourrait inspirer d'autres États africains. En parallèle, une lecture opposée émerge. Certaines entreprises, attentives aux recompositions géopolitiques mondiales, interprètent la réforme comme une opportunité stratégique. Une implantation plus profonde peut raccourcir les circuits décisionnels, améliorer la compréhension du terrain et renforcer la légitimité locale. Dans des contextes extractifs souvent contestés, la proximité devient un atout de stabilité plutôt qu'un fardeau. Ces groupes choisissent d'investir dans des bureaux permanents, des infrastructures énergétiques et des équipes locales renforcées. Au cœur de cette période de tension, l'État burkinabé commence à exploiter les marges dégagées par la rétention accrue du capital. Les revenus miniers, qui ne quittent plus le territoire, offrent une capacité d'action nouvelle. Des projets de routes, de réseaux électriques et de chantiers scolaires sont accélérés dans plusieurs régions. L'effet n'est pas spectaculaire, mais il est perceptible. Un État longtemps contraint par le manque de moyens retrouve une capacité d'initiative. Vient alors la phase de réajustement. Les entreprises qui restent découvrent que la présence physique entraîne des obligations durables. Dialogue régulier avec les communautés, participation à la formation locale, installation de cadres sur place. La relation avec l'État se transforme également. Le débat ne porte plus seulement sur la conformité juridique, mais sur la manière de coexister dans un cadre où la souveraineté économique devient une pratique quotidienne. Cette séquence ne débouche ni sur un effondrement ni sur un miracle. Elle révèle un déplacement progressif du rapport de force. En imposant la proximité, Ibrahim Traoré déclenche une chaîne d'effets où chaque acteur doit ajuster ses pratiques. La réforme cesse d'être un texte pour devenir un processus, encore instable,
mais déjà structurant. Avant la réforme, la situation de référence était claire. La majeure partie de la valeur produite au Burkina Faso quittait le territoire presque mécaniquement. Après son entrée en vigueur, un premier écart mesurable apparaît, et cet écart change la lecture globale des flux. Hausse économique. La hausse de 23% de la rétention du capital national constitue la variation la plus immédiate, indiquant que la richesse circule désormais davantage à l'intérieur de l'économie domestique. Ce pourcentage, pris isolément, peut sembler modeste à l'échelle mondiale. Pourtant, pour une économie sahélienne contrainte par des marges budgétaires étroites, il représente un levier significatif. Chaque point de capital retenu élargit la capacité de financement public, permettant d'envisager des investissements autrefois différés. L'écart entre l'avant et l'après ne tient donc pas seulement dans un chiffre, mais dans la possibilité nouvelle de planifier des priorités nationales avec plus de continuité. Le second indicateur renforce ce déplacement. Les revenus miniers, estimés à plus de 3 milliards de dollars par an, cessaient auparavant de transiter par les circuits économiques locaux. Désormais, une part croissante de cette somme reste mobilisable sur le territoire. Ce basculement transforme la relation entre ressources naturelles et développement. Ce qui était un flux sortant devient un socle financier interne, capable de soutenir routes, réseaux électriques, équipements scolaires ou programmes de formation. La différence n'est pas théorique. Elle se traduit par une capacité accrue à engager des chantiers sans dépendre entièrement de financements extérieurs. Le troisième repère chiffré concerne la gouvernance des projets extractifs. La possibilité pour l'État de détenir jusqu'à 45% de participation dans chaque projet minier modifie profondément l'équilibre des décisions. Avant, l'État percevait essentiellement des taxes et des redevances, avec une influence limitée sur les orientations stratégiques. Après, cette position d'actionnaire lui permet de peser sur la répartition des bénéfices, sur les exigences de transparence et sur l'intégration des retombées locales. La transition ne supprime pas les asymétries de pouvoir, mais elle introduit une forme de copilotage absente jusque-là. Pris ensemble, ces trois indicateurs dessinent une trajectoire cohérente. Ils ne décrivent ni une réussite totale, ni une rupture instantanée, mais une recomposition progressive du cycle de valeur. La réforme défendue par Ibrahim Traoré ne se limite pas à déplacer des sièges sociaux. Elle reconfigure les circuits par lesquels la richesse est captée, négociée et redistribuée. Cette lecture quantitative invite cependant à la prudence. Les chiffres mesurent un déplacement, pas sa durabilité. Ils posent une question centrale. Cette dynamique peut-elle se maintenir sans affaiblir l'investissement privé, ou dépend-elle d'un équilibre encore fragile entre souveraineté affirmée et attractivité économique? Deux lectures opposées structurent le débat autour de la réforme, et chacune s'appuie sur des arguments cohérents avec les réalités observées. La première met en avant un risque central. En imposant une implantation locale aux entreprises dépassant 5 milliards de FCFA de chiffre d'affaires, le Burkina Faso pourrait décourager des investisseurs déjà prudents. Les coûts logistiques augmentent, l'obligation d'installer des cadres sur place pèse sur les budgets et les contraintes administratives peuvent ralentir les opérations. Dans un pays où les infrastructures restent incomplètes, cette lecture redoute une fuite partielle du capital et un ralentissement de l'activité, notamment dans les secteurs dépendant des investissements étrangers. Cette objection est renforcée par un argument régional. Si la règle burkinabé faisait école, certaines multinationales pourraient réviser leur stratégie africaine dans son ensemble, privilégiant des zones perçues comme plus flexibles. Dans ce scénario, la souveraineté économique se paierait d'une perte d'attractivité, avec des effets négatifs sur l'emploi et la croissance à court terme. La seconde lecture adopte une perspective inverse. Elle considère que l'implantation locale n'est pas une pénalité, mais une correction nécessaire. La présence physique renforce la transparence, améliore le dialogue avec les communautés et réduit les malentendus fréquents lorsque les décisions sont prises à distance. Certaines entreprises observent que la proximité
raccourcit les délais décisionnels, stabilise les relations sociales et renforce leur légitimité dans des contextes extractifs souvent contestés. Dans un environnement géopolitique incertain, cet ancrage peut devenir un facteur de résilience. Les données disponibles suggèrent que la réalité se situe entre ces deux pôles. Quelques acteurs hésitent ou réduisent leur exposition, tandis que d'autres renforcent leur implantation. La réforme impulsée par Ibrahim Traoré ne provoque ni exode massif, ni afflux soudain, mais une recomposition progressive. La responsabilité se déplace du général vers le local, obligeant chaque entreprise à ajuster ses pratiques en fonction des effets qu'elle génère. Ce débat révèle moins une opposition idéologique qu'une tension structurelle. Comment concilier souveraineté affirmée et continuité de l'investissement dans un cadre encore fragile? À ce stade, le cœur de la réforme apparaît moins juridique qu'interprétatif. Ce qui bascule n'est pas seulement l'obligation d'implanter un siège, mais la manière dont les acteurs redéfinissent leur relation au territoire. Tant que la loi était perçue comme une contrainte administrative, elle suscitait des stratégies d'évitement. Lorsqu'elle commence à être lue comme une transformation des attentes, elle modifie les comportements. Dans cette phase intermédiaire, plusieurs entreprises cessent de raisonner uniquement en termes de conformité. Elles découvrent que la présence durable améliore la compréhension des réalités locales, réduit certains coûts indirects et facilite la gestion des tensions communautaires. La réforme agit alors comme un révélateur. Elle expose ce qui, jusque-là, restait implicite dans les modèles extractifs, à savoir une distance assumée entre production et responsabilité. Pour l'État, le déplacement est tout aussi net. La marge budgétaire issue de la rétention du capital crée une capacité d'action visible, mais elle impose aussi une exigence nouvelle de cohérence et de gouvernance. Les attentes sociales augmentent à mesure que les décisions se rapprochent du terrain. C'est ici que le rôle d'Ibrahim Traoré prend une dimension différente. Il n'incarne plus seulement l'auteur d'une règle, mais le catalyseur d'un changement de mentalité, où la souveraineté économique devient une pratique quotidienne, observée et jugée dans ses effets concrets. La question se déplace alors: comment ce pivot culturel se traduit-il pour ceux qui vivent et investissent sur place? Les effets de la réforme se matérialisent différemment selon les acteurs concernés, et c'est dans cette diversité que se mesure sa portée réelle. Pour l'État, la hausse de la rétention du capital et la participation pouvant atteindre 45% dans les projets miniers ouvrent une marge budgétaire inédite. Cette capacité supplémentaire permet d'accélérer des investissements longtemps différés: routes, réseaux électriques, équipements scolaires. L'impact n'est pas uniforme, mais il rend l'action publique plus visible et plus directement liée aux ressources extraites sur le territoire. Cette visibilité accroît aussi la pression sur les autorités, sommées de transformer des flux financiers en résultats tangibles. Pour les entreprises, les conséquences sont plus ambivalentes. Celles qui ont accepté l'implantation locale constatent une augmentation initiale des coûts liés aux infrastructures, au logement des cadres et à l'organisation administrative. Toutefois, plusieurs observent également des gains indirects: décisions plus rapides, meilleure lecture du terrain, relations communautaires plus stables. La proximité impose une responsabilité accrue, mais elle réduit aussi certains risques sociaux et réputationnels. Dans ce cadre, la réforme portée par Ibrahim Traoré agit comme un filtre. Elle distingue les acteurs prêts à s'ancrer durablement de ceux qui privilégiaient une présence minimale. Pour les citoyens, les effets se déploient dans le quotidien. L'installation de sièges et de services génère des emplois intermédiaires dans la logistique, le transport ou la restauration. Des formations apparaissent pour répondre aux besoins techniques, offrant à une partie de la jeunesse des perspectives nouvelles. Ces bénéfices restent inégalement répartis, avec un avantage plus net pour les zones proches des sites industriels. Néanmoins, un changement de perception s'opère. La richesse produite localement n'est plus perçue comme entièrement aspirée vers l'extérieur.
Pour la région et les observateurs internationaux, le Burkina Faso devient un laboratoire. Certains pays africains suivent attentivement cette expérience, évaluant la possibilité d'adapter des règles similaires. Un succès renforcerait l'idée qu'un État peut exiger davantage de présence et de responsabilité sans provoquer un retrait massif. Un échec, au contraire, servirait d'argument contre toute tentative de régulation plus exigeante. Dans les deux cas, l'expérience burkinabé influence le débat régional sur la souveraineté économique. Ces 4 lectures convergent vers un constat commun. Rapprocher les centres de décision des lieux de production modifie la circulation de la valeur et la perception des responsabilités. Ce déplacement, encore fragile, transforme déjà les attentes. La question devient alors centrale. Ces effets peuvent-ils s'étendre et se stabiliser dans le temps? À partir des dynamiques déjà observées, 3 trajectoires plausibles se dessinent pour les mois à venir. Elles ne prédisposent pas l'avenir, mais permettent de clarifier les conditions qui pourraient consolider ou fragiliser la réforme. Le scénario de base repose sur la continuité. Les entreprises qui ont choisi de rester poursuivent leur implantation, ajustent progressivement leurs coûts et stabilisent leurs équipes locales. L'État maintient un rythme d'investissement soutenu grâce à la rétention accrue du capital et à sa participation renforcée dans les projets miniers. Les limites structurelles persistent, notamment en matière d'infrastructures et de compétences, mais elles n'interrompent pas la dynamique. Le pays ne connaît pas de transformation spectaculaire, mais gagne en cohérence économique et en lisibilité pour les investisseurs déjà engagés. Le scénario optimiste suppose une amplification régionale. Les résultats burkinabés, jugés suffisamment solides, inspirent d'autres pays africains confrontés au même déséquilibre. Des règles similaires émergent, créant un environnement plus homogène pour les multinationales opérant dans la région. Cette convergence réduit l'effet de fuite et favorise des investissements mieux ancrés. Le Burkina Faso bénéficie alors de son rôle pionnier, attirant des acteurs prêts à s'adapter à ce nouveau cadre. Les infrastructures s'améliorent plus rapidement et les programmes de formation gagnent en ampleur. Le scénario défavorable met en lumière les fragilités. Certaines entreprises, confrontées à une hausse prolongée des coûts et à des contraintes logistiques persistantes, réduisent leur présence ou reportent des projets. Les infrastructures peinent à suivre le rythme des attentes, créant des frustrations sociales si les bénéfices tardent à se matérialiser. Les opposants à la réforme utilisent ces difficultés pour remettre en cause sa viabilité et alimenter un débat interne sur le coût réel de la souveraineté économique. Face à ces 3 avenues, une recommandation de réflexion s'impose. La souveraineté économique ne fonctionne pas comme un état stable, mais comme un processus conditionnel. Si la capacité à retenir la valeur est essentielle, elle doit s'accompagner d'un dialogue constant avec les acteurs qui produisent cette richesse. C'est dans cet équilibre, encore incertain, que se joue la trajectoire réelle de la réforme impulsée par Ibrahim Traoré. Pour le public qui observe cette réforme, l'impact se lie à plusieurs niveaux, selon la position occupée dans l'économie et la société. Pour les entrepreneurs et investisseurs, l'expérience burkinabé agit comme un signal. Elle rappelle que les modèles d'exploitation à distance atteignent leurs limites, surtout dans des contextes où les communautés exigent désormais une présence réelle. L'obligation d'implantation locale modifie la manière d'évaluer les risques. Ce qui semblait auparavant un coût devient parfois un facteur de stabilité et de légitimité à long terme. Pour les acteurs publics et les décideurs, la réforme met en lumière une responsabilité accrue. Retenir davantage de valeur crée des attentes immédiates en matière de résultats visibles. Routes, écoles, réseaux électriques deviennent les indicateurs concrets par lesquels l'action publique est jugée. La capacité à transformer des flux financiers en bénéfices tangibles conditionne la crédibilité du projet, bien au-delà de l'annonce politique initiale. Pour les citoyens, l'effet est plus diffus, mais tout aussi structurant.
L'installation durable d'entreprises génère des emplois intermédiaires, favorise l'accès à la formation et stabilise des activités périphériques longtemps précaires. Même lorsque les bénéfices restent inégalement répartis, un changement de perception s'opère. La richesse produite localement n'est plus totalement dissociée du quotidien. Cette prise de conscience modifie la manière dont les populations envisagent le rôle de l'État et celui des entreprises. À l'intersection de ces trois groupes, un fil commun apparaît. La réforme ne promet pas une amélioration immédiate pour tous, mais elle rend visibles les mécanismes par lesquels la valeur est captée ou retenue. En ce sens, l'initiative associée à Ibrahim Traoré invite le public à regarder au-delà des slogans et à s'interroger sur ce qui transforme réellement une économie dépendante. Pour que la réforme produise des effets durables, elle doit se traduire par une série d'actions coordonnées, chacune associée à un acteur précis et à des critères mesurables. Le premier levier concerne les infrastructures essentielles. L'État doit accélérer la livraison de routes, de réseaux électriques fiables et de zones d'activité capables d'accueillir durablement les sièges implantés. Le calendrier se joue à court terme, avec des jalons trimestriels permettant d'évaluer les progrès réalisés sur le terrain. Le deuxième levier porte sur la formation. Les ministères concernés, en partenariat avec les entreprises installées, doivent développer des programmes techniques et professionnels adaptés aux besoins réels des sites miniers et logistiques. Le succès ne se mesure pas par des annonces, mais par le nombre de diplômés, leur taux d'insertion et la montée en compétences observée dans les régions concernées. Un troisième levier vise la stabilité du cadre économique. La réforme ne peut tenir que si les règles restent lisibles et prévisibles. Cela implique un dialogue régulier avec les entreprises, des procédures administratives clarifiées et des incitations ciblées pour celles qui s'engagent durablement. Les indicateurs porteront alors sur le volume d'investissement maintenu et la continuité des projets. Enfin, la gouvernance publique constitue un axe décisif. La rétention accrue du capital doit se traduire par une allocation transparente et contrôlable. Audits réguliers, suivi citoyen et communication budgétaire deviennent les outils permettant d'évaluer l'efficacité réelle des dépenses. Dans cet enchaînement, le rôle d'Ibrahim Traoré apparaît comme celui d'un catalyseur. La règle est posée, mais sa réussite dépend désormais de la capacité collective à convertir une contrainte initiale en trajectoire crédible et mesurable. Au fil des mois, un motif revient avec insistance, celui de la décision qui redescend au sol, les bureaux qui s'installent, les routes qui avancent, les chantiers scolaires qui s'ouvrent racontent une histoire plus large que celle d'une réforme technique. Ils traduisent de la tentative d'un pays de rapprocher la richesse qu'il produit des lieux où elle est extraite et vécue. Dans ce récit, Ibrahim Traoré n'apparaît ni comme une figure mythifiée, ni comme une rupture isolée. Il incarne le moment où une règle administrative devient un pari collectif. Le Burkina Faso ne se définit plus uniquement par ce qu'il fournit à l'extérieur, mais par ce qu'il cherche à construire pour lui-même, malgré des contraintes persistantes et des équilibres fragiles. Le sentiment dominant n'est pas l'euphorie. C'est une détermination mesurée, née de la conscience que chaque avancée crée de nouvelles obligations. La proximité des centres décisionnels transforme les attentes des citoyens, des entreprises et de l'État. Elle rend visibles les choix, mais aussi les responsabilités qui en découlent. Dans cette dynamique, la réforme cesse d'être un événement ponctuel. Elle devient un processus quotidien, jugé à l'aune de ses effets concrets. En somme, la souveraineté commence toujours sur le terrain. Au terme de ce parcours, l'expérience burkinabé invite moins à conclure qu'à interroger. Elle montre qu'une réforme administrative peut devenir un levier politique, économique et social dès lors qu'elle rapproche les lieux de décision des lieux de production. Elle rappelle aussi qu'aucun déplacement de pouvoir ne se fait sans coût, sans résistance, ni sans ajustement permanent. Pour les États, le cas du Burkina Faso pose une question exigeante. Jusqu'où est-il possible de retenir davantage de valeur sans rompre les équilibres nécessaires à l'investissement? Pour les entreprises, il suggère que la distance, longtemps perçue comme un avantage,
peut devenir une fragilité lorsque les attentes sociales et politiques évoluent. Pour les citoyens, il ouvre un espace de compréhension nouveau sur la manière dont la richesse circule et sur le rôle que chacun peut jouer dans son orientation. Dans ce cadre, l'initiative associée à Ibrahim Traoré fonctionne comme un miroir, Elle renvoie à d'autres pays, à d'autres secteurs et à d'autres choix possibles. La question finale reste volontairement ouverte. Quel modèle de développement souhaitons-nous encourager lorsque la responsabilité locale devient une exigence centrale et non plus une option périphérique ?